Bonjour, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais profiter de cette occasion pour faire une autre vidéo qui va s'intituler Steve Jobs, son histoire. Comme on le sait, Steve est né le 24 février 1955 et est décédé le 5 octobre 2011. Et l'idole de Steve Jobs, dans sa jeunesse, était Bob Dylan. Et on pourrait dire, tout comme Bob Dylan, Steve est passé de la pauvreté à la fortune, mais avec un parcours très très chaotique. Sa mère biologique, Johann Carol Schiebel, tombe en amour avec son professeur d'université, qui est d'origine syrienne. Et elle tombe enceinte de son professeur à l'université. Lorsque son père apprend cela, il n'était pas d'accord du tout avec ça, et il faut se reporter dans les mœurs du temps. Dans les années 55, les relations hors mariage et la naissance des enfants hors mariage était difficilement accepté là, à cette époque. Et quand Steve, sa mère venait d'une famille très très aisée, là, et quand elle met au monde ce petit garçon, elle doit l'abandonner pour adoption. Et le premier choix, vu que c'était une fille dont l'origine n'était pas modeste, c'est un couple d'avocats qui avait été choisi. On avait préféré le couple d'avocats pour que Steve soit adopté par ce couple d'avocats. Mais eux, ils voulaient une petite fille. Et ils ont refusé Steve, le petit garçon. C'est alors qu'en deuxième choix, ils se sont tournés, l'adoption s'est tournée vers le père adoptif de Steve, Paul Jobs, qui lui a accepté de prendre le petit Steve sous son aile. Mais vu que c'était un mécanicien de formation, la mère biologique a refusé de signer les papiers d'adoption pour une couple de mois. Et en fin de compte, elle a fait promettre au père adoptif de Steve qu'il l'enverrait à l'université lorsqu'il serait dans un âge pour aller à l'université. Parce qu'elle, quoiqu'elle abandonnait son fils, elle voulait qu'il aille à l'université. Et dans ce temps-là, comme je le disais tout à l'heure, probablement qu'elle n'a pas fait ça de gaieté de cœur, là. Et de toute façon, c'est comme ça que ça s'est passé. Et Steve a grandi, là, on pourrait dire, dans l'âge d'or de l'Amérique. Après la guerre de Corée, là, qui s'est terminée en 58, je crois. Et tout était permis en Amérique dans ces années-là. Et son père adoptif était très, disons, habile en mécanique, parce que c'était un mécanicien. Et c'est sûr qu'il n'était pas riche, là. C'était une famille, qu'on pourrait dire, de revenus très, très modestes. Et durant les fins de semaine, quoique le père de Steve avait un travail régulier, il achetait des vieilles automobiles, il payait 50 $, puis il les reboudinait et les revendait, il se faisait un peu d'argent. Un peu d'argent supplémentaire avec cette façon de procéder. Et c'est là que Steve a pris le goût, je dirais pas à la mécanique, mais à démonter. À voir démonter des mécaniques par son père et à les remonter. Et c'est de là qu'il a pris le goût de démonter et remonter des systèmes, comme on pourrait dire. Et c'est sûr que dans sa jeunesse, Steve a eu son époque beatnik comme un peu tout le monde dans ces années-là. Là. Et
En 1971, Steve Jobs rencontre Steve Wozniak. Lui, c'est un spécialiste des logiciels qui commençait à cette époque-là. On commençait à créer des logiciels pour les, disons, les ordinateurs qui étaient en voie de devenir réalité. Et à ce moment-là, c'est sûr que Steve n'avait pas le background de Wozniak parce que lui, il était en 3e année d'université et il était avancé dans ses études. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Ils ont conçu, que je dirais, ce qu'il appelait une petite boîte bleue. Wozniak avait trouvé la façon de bypasser le signal, autrement dit, de entrer dans le signal de la compagnie Bell Telephone pour les communications longue distance. Et avec ce petit appareil, il pouvait communiquer un peu partout dans le monde. Mais vu que ce n'était pas des, je dirais, des délinquants en puissance, le petit manège n'a pas duré longtemps parce que ils étaient tous les deux là, en automobile et les policiers les avaient arrêtés pour problème, je ne sais pas trop quoi, peut-être un excès de vitesse ou quelque chose en rapport avec la circulation. Et les policiers avaient trouvé cette petite boîte bleue. Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était, là. Et ils ont demandé à Steve qu'est-ce que c'était. Steve a compté un genre de baliverne, là. Et ça en a été fini de la petite boîte bleue. Mais là, il était... il y avait des affinités. Les deux Steve avaient beaucoup d'affinités en rapport avec l'électronique. Steve était je dirais, un concepteur de machines. Tandis que Wozniak, c'était le concepteur du logiciel pour faire marcher ces machines-là. Et en 1972, Steve, là, il a 17 ans, il vit avec sa petite amie, là, Chrisam Brennan, et elle tombe enceinte de lui. Et Steve a tout refusé la paternité de cet enfant-là jusqu'en 1980. Là, il a reconnu qu'il était le père biologique. On dirait que l'histoire se répète. Il a reconnu qu'il était son père biologique. Et en 1973, il s'inscrit au Reed College. Ça, c'est son père l'inscrit là, mais ça coûtait très, très cher. Comme on sait aux États-Unis, les études ont toujours coûté très, très cher. C'est pas comme au Canada. Là, on a des bourses, puis les universités sont beaucoup subventionnées, là, et les gouvernements paient une grosse partie des coûts de l'instruction, là. Mais aux États-Unis, c'était très cher. Et dans ces années-là, imaginez-vous, pour ce collège-là, ça coûtait 5 000 $ par année. Et son père, de mécanicien de métier, avait réussi à économiser un peu d'argent, là, et pour être capable d'envoyer Steve au Reed College. Mais Steve n'avait pas d'argent pour payer sa chambre. Fait qu'il couchait. Il couchait dans les chambres de ses amis. Là. Il couchait sur le plancher avec probablement un genre de petit sleeping bag. Là. Puis il dormait là. Et c'est sûr qu'il ne fitait pas avec les autres de cette école-là, parce que cette école-là, c'était des enfants de familles aisées. Et Steve était issu d'une famille pauvre, là, comme on pourrait dire aux États-Unis. Et lui, il n'a pas été là longtemps parce que, en pensant à son père qui avait travaillé si durement pour économiser le peu d'argent qu'il possédait, il a décidé d'abandonner l'école. Parce qu'il trouvait injuste que son père et sa mère puissent, comme on pourrait dire en canadien, se saigner à blanc pour lui faire acquérir un degré universitaire. Et en 1974, Steve se trouve un job chez Atari et il devient le 40e employé de cette entreprise. Et entre-temps, ben là, il va aller faire son voyage aux Indes, là, parce qu'il avait toujours rêvé d'aller aux Indes. Et quand il revient, il retravaille encore pour Atari. Et en 1975, avec Steve Wozniak, il découvre l'apparition du premier ordinateur. Eux autres, quand ils voient ça,
ils qualifient ça de quincaillerie très très rudimentaire. Et dans leur tête, ils réalisent qu'ils pourraient faire beaucoup mieux que cet ordinateur-là qui vient d'apparaître sur le marché. Et ils conçoivent un petit ordinateur qui est relié à un écran de télévision. Imaginez-vous, c'était nouveau pour l'époque, ça. Et avec ça, ce petit ordinateur, il a commencé à être connu dans le milieu de l'électronique. Et c'est là que Steve Jobs décide de créer la société Apple en 1976. Les trois actionnaires sont Steve Jobs, Steve Wozniak et Reynold Wayne. Lui, il avait 40 ans. C'est lui qui avait un peu d'argent de côté, là. Il avait donné 10% des actions de la nouvelle compagnie. Mais c'est lui qui mettait l'argent pour débuter. Ils n'ont pas mis beaucoup d'argent, là. Mais ça prenait un petit capital de départ. Et Wayne, voyant agir Jobs, les cheveux longs, la barbe longue, en jean, il a perdu confiance en la compagnie Apple dès le départ et il a revendu ses actions là, pour 800 $. Imaginez-vous. Et là, Steve est allé promouvoir son ordinateur et il est revenu rencontrer son ami Wozniak. Il y avait une commande de 50 ordinateurs. Imaginez-vous. Des petits jeunes de même, là, pas d'argent. Ils ont 50 ordinateurs à construire, suivant le modèle qu'il avait présenté. Mais il fallait que ça se passait durant l'hiver, là. Il fallait qu'ils soient prêts à livrer à l'été pour que le marchand puisse les écouler. Et c'est comme ça que la compagnie Apple a commencé. Et l'année d'après, ils ont conçu le Apple II. Mais auparavant, je voudrais dire qu'il y avait eu une autre commande d'un autre fournisseur pour 175 ordinateurs. Et vu qu'il faisait ça dans son petit logement, là, il assemblait ça une partie dans la chambre, une partie dans la cuisine. Le père de Steve, il dit, viens faire ça dans mon garage et tu vas avoir plus de place. C'est de là que vient la maxime que Apple Computer a commencé dans un garage. Et là, il y avait la mère de Steve qui agissait comme secrétaire. Et c'est sûr que là, il n'y avait pas d'argent, là. Steve courait un bon peu de là pour avoir de l'argent, mais écoutez, avec l'allure qu'il y avait de la difficulté à convaincre les investisseurs d'investir dans sa compagnie. Mais en 1977, il lance le Apple II qu'on appelle. Et Jobs s'allie à Radio Shack. Là, ça commençait à être sérieux, son affaire. Radio Shack, dans ce temps-là, c'était important. C'était un distributeur important à travers les États-Unis. On l'a eu même au Canada, là, dans bien des années. Et c'est à ce moment-là que, là, ils réalisent que l'Apple II, il y a un ordinateur gagnant entre les mains. Parce que pour que Radio Shack saute là-dessus, ils ont dit, notre affaire, c'est correct. On va en vendre énormément. Mais Steve Jobs est toujours à la recherche d'investisseurs. Il est allé voir, il commençait à avoir des contacts, mais à toutes les fois qu'il se présentait, il n'intéressait pas personne de la façon dont il était habillé. C'est sûr que ça lui a mis énormément, mais c'est un caractère, c'est un original. Ces génies-là sont faits comme ça, que voulez-vous. Ils sont originaux, ils sont sûrs de leur affaire, puis ils savent qu'ils ont raison envers et contre tous. De toute façon, il a toujours été tenace pour essayer de chercher des investisseurs, parce que là, Radio Shack, ça prendrait de l'argent pour faire les ordinateurs, là. Parce que Radio Shack, c'est pas à coup de sang qu'il va commander ça, là. Ils savaient, ces jeunes-là, là. Fait que finalement, il y en a un qui l'a envoyé voir un autre jeune, là. Va donc voir Macula d'Intel. Fait que là, Jobs s'en va voir Macula. Mais quand il voit le Apple II, Macula voit là, que ça, c'est un ordinateur gagnant. Et il embarque avec eux autres. Il embarque dans la compagnie Apple. Et
Macula arrive le 3 janvier 1977 dans la compagnie Apple. Et en 1978, déjà, la compagnie Apple faisait des profits. Et Apple, en 1979, comptait 150 employés. Voyez-vous, ça progressait très, très rapidement parce que c'était dans le boom de l'électronique. Les ordinateurs commençaient et Jobs était beaucoup. Jobs et Wozniak étaient très, très en avance là, sur toutes les autres, là, la façon de concevoir un ordinateur. Et il y a eu beaucoup de polémiques avec IBM, Bill Gates, mais là, on va sauter par là-dessus parce que faut pas que la vidéo soit trop longue, là. Et en 1978, comme je disais, le Apple II a le vent dans les voiles et le bilan est excédentaire. Et en 1980, Apple construit le Apple III. Suivant le modèle, la compagnie Xerox avait fait un ordinateur, mais il coûtait 20 000 $ à mettre sur le marché, ça n'avait aucun bon sens. C'était beaucoup trop cher. Et Apple va faire le Apple III, qui ne s'est pas avéré un succès. Et ensuite de ça, en 1983, ils vont essayer de lancer le Lisa, l'ordinateur Lisa, qui de la même façon était un ordinateur assez dispendieux, mais Steve Jobs, dans son exubérance comme on le connaissait, lorsqu'il a lancé le Lisa, il a dit que le Macintosh, le prochain ordinateur d'Apple qui s'en vient, se vendrait 5 fois moins cher. Automatiquement, Steve Jobs a tué Lisa dans l'œuf, parce que là, les gens, tout le monde se sont dit, bon, on va attendre le Macintosh, pourquoi acheter le Lisa s'il est après en faire un de 5 fois moins cher. Fait qu'en 1983, là, c'est ça qui s'est arrivé avec Apple. Et en 1984, là, ils ont lancé le Macintosh avec une publicité à travers le monde. Steve Jobs avait même acheté du temps d'écoute pour le Super Bowl, imaginez-vous, pour lancer le Macintosh. Et il avait prévu une publicité de 15 millions de $ à travers le monde pour vendre le Macintosh. Quand il est sorti sur le marché, ça a été un succès instantané, mais ça s'est dégonflé. Durant 3 ou 4 mois, là, après ça, ça a été fini. Là, le Macintosh a plongé parce que c'était pas... c'est un ordinateur qui était beaucoup trop cher. Et il n'était pas à point, là... il n'était pas suivant les attentes des clients potentiels d'Apple. Et c'est là que, à partir de 1984, là, c'était difficile pour Apple, là, vu que c'était une compagnie qui était, que je dirais, assez solvable. Mais c'est toujours l'Apple II qui faisait vivre toute la compagnie Apple dans ces années-là. Mais là, ça a commencé à mal tourner. Là, ils voyaient que ça culbutait énormément, là. Et Steve Jobs est allé chercher le président de Pepsi Cola comme PDG de Apple, du nom de Mike Schuller. Il était président d'Apple de 83 à 93 pour continuer la marche de la compagnie. Mais Steve Jobs, c'est un gars qui était têtu et il avait confiance en lui énormément et il tenait à ses idées. Et vu que la situation ne s'améliorait pas, là, il y a comme eu un froid entre Schuller et Steve Jobs. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la compagnie Apple, le bureau de direction, comme on dit, a eu un choix à faire. Et Steve a perdu plusieurs appuis là, dans ces années-là au conseil d'administration. Et quand les banquiers ont commencé à voir qu'Apple commençait à basculer et possiblement à culbuter, disons vers la faillite, là, les banquiers et les financiers ont eu peur et ils ont fait confiance à Schuller. Fait que Schuller, qu'est-ce qu'il a fait? Il a évincé Steve Jobs de la compagnie Apple. Ça n'a pas été facile, ça, pour
pour Steve Jobs de prendre ça. Imaginez-vous, il fonde ça en 76, puis en 85, il se fait sacrer dehors, dans ces années-là, là, par le président qui est allé chercher lui-même. Mais le monde financier, ça marche comme ça. Il n'est pas question d'amis, là, quand il y a une question de finance de même, que la compagnie peut s'écrouler, là. Il faut que quelqu'un prenne les rênes et qu'il l'amène à bon port. Et après 93, c'est Mike Scott qui a été le PDG. Et Steve Jobs revient en 97. Parce que Steve Jobs avait jamais abandonné l'électronique, là. Il a toujours œuvré dans le giron d'Apple, là. Mais c'est un gars qui avait des idées formidables. Et de plus, on pourrait mentionner que Steve Jobs était milliardaire à l'âge de 24 ans, imaginez-vous. Même s'il avait été évincé d'Apple, on pourrait dire que c'était pas un... Il était pas pauvre, Steve Jobs, là. Mais il y avait tellement d'idées dans les ordinateurs et les technologies que quand il est arrivé en 97, il a relancé Apple. Et là, ça a parti à monter d'une façon fulgurante. Et malheureusement, en 2005, Steve Jobs est obligé de se retirer parce qu'il était atteint d'un cancer du pancréas, je crois, là. Et il est décédé malheureusement en 2011. Mais la lancée qu'il a faite à partir de 97 pour Apple, a propulsé Apple au firmament, au zénith des compagnies américaines, là. Et on pourrait dire que depuis la date où Steve Jobs est revenu chez Apple, là, ça ne s'appelait plus Apple Computer, là, parce que là, ils sont rendus dans les téléphones, dans les tablettes électroniques, toutes sortes de choses, là. Et en 2011, le chiffre d'affaires était de 171 milliards de dollars. Et il comptait 60 400 employés. En 2012, Apple devient la plus grande capitalisation boursière de tous les temps, avec 623 milliards de dollars. Comme vous voyez, ce petit garçon, abandonné par sa maman dès sa naissance, a su faire son chemin dans ce bon monde, là. Et des génies, c'est comme ça. Que voulez-vous? Ils sont sûrs de leur affaire. Et ils se fichent pas mal un peu de tout le monde. Ça, c'est sûr que c'est des choses qui peuvent lui nuire énormément. Mais avec les idées créatrices qu'ils ont, ils réussissent à passer à travers de n'importe quelle difficulté, là. Et c'est ça qui a fait Steve Jobs. Et en terminant, je dirais, tout comme Léonard de Vinci, le plus grand, un des grands génies du 14e siècle, Steve Jobs était, comme Léonard de Vinci, un fils illégitime, né hors mariage. Et on pourrait dire, pas pire pour un petit garçon dont la maman est obligée de l'abandonner dès sa naissance. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.